Franco-British Council was set up by Edward Heath and Georges Pompidou in 1972. It's a good year to have our 40th anniversary. We did manage between us to win both the men's singles and the women's singles at Wimbledon. And I'm hoping that one day when Andy Murray and Marion Bartoli are no longer playing singles, they'll play together in the mixed doubles and that they'll thrash the world. I'm enormously grateful to EDF for sponsoring this event, to the Foreign Office, of course, for this splendid venue, to Mark Wines, who provided our drinks, and for Terre à Terre, who've made us the most splendid birthday cake. I'm also very pleased to welcome so many of our partners and sponsors, the French Embassy and the French Ambassador, of course, UK Trade and Industry, the Ministry of Defence, and many more who are here today. I want now to introduce our first speaker, David Lidington, who many of you will already know. He is the MP for Aylesbury, where he's been the member since 1992. When he has time, he says that he likes a good sing-along in the parliamentary choir. Today he's going to talk rather than sing. Over to you, David. Well, Tessa, thank you for that introduction. And let me start by giving a particular welcome to my colleague, France's Minister for Europe, Thierry Repentin. I'm reminded in these august surroundings and addressing this large audience that at the Congress of Vienna, that legendary French diplomat Talleyrand took with him Marie-Antoine Carême, the inventor of haute cuisine and the world's finest chef. And as royalty and statesmen competed for places at Talleyrand's table, he wrote back urgently to Paris, "J'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites." I'm not sure whether Ambassador Emier writes in the same way today. I'm sure that his appetite for instructions écrites is as formidable as that for haute cuisine. And Carême, of course, went on to work for the future King George IV, so making his own contribution both to Franco-British relations and to his royal employer's majestic waistline. But today, we celebrate the 40th anniversary of the Franco-British Council, which has been working tirelessly for the past 4 decades to forge stronger links across the Channel. I too would like to thank the outgoing chair of the British section, Baroness Joyce Quinn, and to welcome her successor, Baroness Tessa Blackstone. I'd also like to pay tribute to the Secretary-General of the British section, Anne Kenrick, for her 18 years of service to the Franco-British Council. And we're also privileged to have here this evening the chair of the French section, Monsieur Christian de Boisseux. Now, the year the Council was founded was the year that Britain joined the European Economic Community. And over the last 40 years, we've seen a mixture of exceptional changes, but also remarkable stability. France and Britain remain today among the world's top 10 economies. We both have permanent seats at the United Nations Security Council and are members of NATO. And we are both represented in the world's top economic decision-making bodies. There are many reasons why we have maintained these positions. We have worked together in industry, allowing the Franco-British success that is Airbus to win £45 billion worth of sales at this year's Paris Air Show alone. And we have worked together and continue to work together on defence and security. This has included our cooperation on Syria, the Arab Spring, the Middle East peace process,
security and development in Africa, and confronting the nuclear ambitions of Iran. And we have worked together as leading members of the European Union, benefiting the economic well-being of France, the United Kingdom, and all our European partners. These economic benefits are rooted in the single market, a structure created by France's Jacques Delors and Britain's Lord Cockfield. And since it came into being, intra-EU trade has risen by €2 trillion a year. Franco-British trade has more than doubled, and the European Union is now the world's single biggest marketplace. It has achieved much, but it is far from perfect. And after 5 years of economic crisis, it is in urgent need of reform. Between us, France and Britain account for 1 in 4 Europeans and over 1/3 of the EU's GDP. And that is why, together, we have a particular responsibility to ensure that the European Union is delivering what its 500 million citizens really need. And at the moment, that is first and foremost jobs and economic growth. In January this year, my Prime Minister, David Cameron, gave a speech in which he set out his vision of the reforms that were needed not just for Britain's sake, but for the benefit of all Europeans. He called for a European Union that is more open, more competitive, more flexible, and more democratically accountable. In February, President Hollande addressed the European Parliament with his own vision of a new path for Europe. Now, those two conceptions are not identical, nor would we expect them to be, variety, after all, being one of Europe's great strengths. But our two leaders shared much common ground, as our achievements over subsequent months have demonstrated. In March, the United Kingdom supported President Hollande's decisive action to restore order to Mali and to halt the advance of Islamist groups on Bamako. And in June, we found a compromise that enabled us to move forward together on the EU-United States trade talks, which started in Washington last week. I believe that the EU-US trade deal is central to our vision of a reformed Europe, which is more competitive and better able to deliver jobs and growth for all its citizens. An ambitious deal is what we need, one that eliminates tariffs and harmonizes our regulatory systems across a wide range of industrial and business sectors. That would add billions to our respective economies and, in effect, help to establish global standards on a transatlantic basis for the 21st century. The figures speak for themselves. Last year, France saw a double-digit rise in its exports to the United States. 1 in 8 cars sold in the United States now has a German badge, and over a quarter of the olive oil imported into the United States comes from Spain. Deals we have already signed also show how valuable free trade is. EU exports to Korea have gone up by more than 16% in the 2 years since that trade deal came into force, and we now have a trade surplus with Korea for the first time in 15 years. A deal with the United States of America would also be an important opportunity to establish 21st century trade rules and break down barriers to international trade, economic growth, and development. And my fear is that if we are unable or unwilling to tackle what will undoubtedly be some difficult issues in pursuit of that strategic prize, we can probably then look forward to seeing a Trans-Pacific deal in a few years' time that sets standards which others, including the European Union, have little alternative but to follow. I believe, too, we need to open up the EU's internal market. Trade in goods in Europe is relatively efficient. But while services account for about 70% of our economies, they only make up 20% of internal EU trade. That means
that the businesses which create 9 out of every 10 new jobs are not benefiting from the single market to its full extent. And the single market has yet to catch up with the digital age in which we now live. The digital economy underpins almost all economic activity, and we need to look urgently at how we can use these fast-developing technologies to deliver for all of Europe's citizens. And there are other steps we can take to make Europe more competitive. India is currently producing 1.5 million new engineers every year. China is growing so fast that it now has more than 160 cities with over 1 million people. Our businesses, too, need to be fit to succeed in this global race. But one thing that holds them back is excessive and overcomplicated regulation. Here in the UK, up to half of the regulatory burdens business faces comes ultimately from the European Union, and that's why we have welcomed the focus of the European Council upon smarter regulation and on exempting the smallest firms. The second issue is flexibility. The ability to accommodate difference is part of the DNA of the European Union and one of its great strengths. President Hollande underlined this in February when he argued for a differentiated Europe based on a new European architecture. And we welcome his vision of a European Union in which different states decide to embark on new projects together. From Schengen to the single currency, from Sweden's snooze to Malta's second homes, the EU has found flexible solutions. Now, we know that such flexibility is nothing new, but this kind of cooperation strengthens the way we work together within Europe. And this brings me to my final point of democratic accountability. In May this year, the Pew Research Centre reported that support for the European Union has been falling across the board, including in France. Greece is now the most Eurosceptic nation in Europe. Previous attempts to address this problem of trust and popular consent have focused on strengthening the role of the European Parliament. Now, please don't get me wrong. The role of the European Parliament is important in terms of scrutinizing complex legislation. Many of its members have made themselves recognized experts in their field. But the reality is that voters do not seem to believe that this is a forum in which their voices can easily be heard. Public dissatisfaction remains high, so clearly that approach to putting right the democratic deficit has not worked. The Dutch government's subsidiarity review concluded last month that where action is taken, it should be Europe where necessary, national where possible. And the President of the European Parliament, Martin Schulz, has said that we should do locally what can happen locally, regionally what can happen regionally, nationally what can happen nationally. The British view is that national parliaments are where the voters' wishes are most clearly expressed. So if we want to strengthen the people's connection with the EU, then we need to look at how national parliaments can play a more active role in the functioning of the Union. And I very much welcome France's positive initiatives in this. The House of Commons and the Assemblée Nationale are engaged in deepening the democratic accountability of the European Union. We're also working with partners right across Europe to find other practical ways to address the democratic deficit, like making parliamentary scrutiny of European legislation more effective. And we are keen to share our experiences so far and improve coordination. In conclusion, I believe that France and the United Kingdom have a particular duty to shape the changes which are necessary to fit Europe for the challenges of the 21st century. As two of Europe's leading nations, we need to commit ourselves to work together still more intensively
to ensure that the European Union delivers on its great promise to deliver security and prosperity, not just for the sakes of people who happen to be British or French, but for the sake of all citizens and all countries in Europe. Thank you very much. I'd just like to introduce very briefly Monsieur le Ministre Thierry Repentin and say how very pleased we are that you've agreed to come over from Paris to join us on this very important occasion for us. We feel particularly privileged as I understand that this is the first occasion that both British and French ministers have shared a stage formally. So many thanks for that. Without further ado, Monsieur Repentin. Merci. Monsieur le ministre, mon cher David, Madame la présidente de la section britannique du Conseil franco-britannique et Monsieur le président de la section française du Conseil franco-britannique, Mesdames les parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est effectivement la première fois que je suis amené à venir à Londres après ma récente nomination comme ministre chargé des Affaires européennes. Bon, j'attendais, comment dire, un feel-good affect. Et c'est le cas. Il y a plusieurs raisons qui me permettent de le dire qu'il y a effectivement un feel-good affect. Premièrement, dans un ordre croissant, on me dit qu'il y a un frémissement économique. C'est une bonne chose pour nous qui sommes membres du gouvernement et je m'en réjouis, y compris comme Français, à l'égard du Royaume-Uni. C'est une bonne chose. Et puis, j'arrive avec le soleil. Quelqu'un à la gare m'a dit « Bienvenue, c'est la semaine de l'été ». J'espère que... Mais c'était un Français qui m'a dit ça. J'espère que vous aurez un été plus long que la semaine qui m'accueille. Et puis, il y a eu une grande victoire franco-britannique. Quelqu'un l'a dit à la tribune avant moi, à Wimbledon. Marion et Andrew Murray ont eu une magnifique victoire. C'est ça l'Europe qui gagne. La France et le Royaume-Uni dans la victoire. Ma foi, peut-être un beau symbole, y compris pour l'Europe demain, quelles que soient les évolutions politiques des uns et des autres. Il y a eu aussi une récente victoire de l'Angleterre contre l'Australie au rugby. Français, nous, ça nous fait rêver, ça. Battre les Australiens. Bravo. Et puis, je crois que vous attendez toutes et tous un événement heureux avec Kate. J'aurais aimé que cet événement heureux se passe aujourd'hui sous un parrainage français en quelque sorte, mais il faudra sans doute attendre encore un petit peu. Mesdames et messieurs, pour revenir au sujet sur lequel vous souhaitez que nous puissions débattre, je souhaiterais vous dire que face à une frontière, qu'elle soit géographique ou politique, il y a deux possibilités. Soit vous la laissez nous séparer, finalement comme une limite infranchissable, soit vous bâtissez un ouvrage pour relier les deux côtés du rivage. Et cet ouvrage peut très bien être un tunnel. Nous en savons quelque chose alors que nous sommes reliés par le plus long tunnel sous-marin du monde, tunnel dont nous nous apprêtons à fêter l'année prochaine, déjà, le 20e anniversaire. Infrastructure qui a changé énormément de choses entre nos deux pays, énormément de choses pour les économies de nos deux pays. Choisir entre finalement ériger un mur ou relier deux pays par-delà leurs frontières, c'est un acte éminemment politique, politique avant tout d'ailleurs. Créer un lien, une ouverture ou se replier sur soi constituent les deux alternatives possibles. Alors que l'heure semble être au développement des populismes et de l'euroscepticisme sur la majorité des territoires des pays européens, il est plus que jamais décisif de réaffirmer le fait que s'unir est nécessaire pour avancer, pour être plus efficace face aux difficultés que nous traversons depuis 2008. À cet égard, je suis vraiment très heureux que la célébration du 40e anniversaire du Conseil franco-britannique
et l'hospitalité du Foreign Office me donnent l'occasion de me rendre à Londres. Cette année du 40e anniversaire du Conseil franco-britannique me permet de saluer aujourd'hui le rôle de pont joué par cette institution. Pont entre nos classes politiques, pont entre nos acteurs économiques et surtout pont entre nos deux sociétés civiles. C'est au moins aussi important que les ponts entre les acteurs économiques et la classe politique. Cette année aura été ponctuée d'événements marquants qui auront enrichi la relation franco-britannique et effectivement rapproché la société civile des deux pays. Telle est en effet la mission essentielle du Conseil, voulu par Georges Pompidou et Edward Heath, pour dynamiser notre relation bilatérale et accompagner l'entrée du Royaume-Uni dans ce qui s'appelait alors la Communauté européenne. Je retiendrai deux moments forts. La tenue en décembre dernier à Newcastle d'un séminaire consacré à la crise financière et aux questions économiques, et l'initiative en revient à la baronne Joyce Quinn, qui concluait ainsi une brillante présidence de la section britannique du Conseil. Je souhaite ici lui rendre hommage. L'autre moment fut la conférence annuelle sur les questions de défense, le 16 mai dernier à la résidence de France à Londres, avec la présence cette année des deux ministres de la Défense de nos deux pays et de nombreuses autres personnalités éminentes venues des deux côtés de la Manche. Faire ce bilan, somme toute très positif, conduit à réaliser que la célébration d'un anniversaire n'est pas un exercice exclusivement tourné vers le passé, mais au contraire une incitation à agir plus et mieux ensemble, en s'appuyant d'abord sur le travail déjà effectué, sous forme d'analyse, de réflexion et de mise en relation des responsables concernés, et de ce que l'on appelle les forces vives de nos sociétés. La nouvelle coprésidence du Conseil franco-britannique va donner une nouvelle impulsion aux activités du Conseil. Je saisis moi aussi l'occasion de saluer la baronne Tessa Blackstone et le professeur Christian de Boissieu, ici présent ce soir. Merci. De manière générale, l'activité du Conseil atteste de la richesse exceptionnelle de nos relations bilatérales. C'est d'ailleurs très loin des clichés que le Royaume-Uni et la France entretiennent une relation intense que l'on pourrait qualifier d'alliance. La densité de nos relations bénéficie d'une impulsion au plus haut niveau de nos États. Le président de la République française est venu ainsi 4 reprises au Royaume-Uni depuis qu'il a été élu il y a à peine un an, la dernière fois en juin, à l'occasion d'ailleurs du sommet du G8 de Lockharm. Je ne souhaite pas recenser ici l'ensemble des composantes de notre relation, tant leur champ est immense, des questions de défense aux sujets économiques, culturels et sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je voudrais trouver de nombreuses illustrations de ce que nous présentons l'un pour l'autre. Tout d'abord, nous sommes liés par l'attirance de nos peuples et de nos cultures. Chaque année, 10 millions de touristes britanniques viennent en France, 3 500 000 Français séjournent en Grande-Bretagne. Le montagnard que je suis, car je suis élu des Alpes, n'en manquera pas de souligner que les Britanniques sont les premiers skieurs étrangers dans les stations françaises, grâce notamment à des relations par avion, charter, et même l'Eurostar vient au plus profond de nos vallées, là pourtant où sont produits des fromages un peu odorants. Il faut également souligner combien notre coordination est étroite sur la quasi-totalité des grands dossiers internationaux du moment. Et je veux citer à dessein le dossier du Mali, sur lequel nous avons reçu immédiatement le soutien sans faille de la Grande-Bretagne. Je veux aussi citer la Syrie, je veux aussi citer l'Égypte, ainsi que la lutte que nous portons ensemble contre le terrorisme en Europe et ailleurs. Notre collaboration au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies est précieuse. 75% des propositions qui y sont examinées sont rédigées par la France et le Royaume-Uni. Troisième exemple pour ce qui est de la défense, l'adoption de notre livre blanc et l'engagement de dépenses annuelles qui est contenu constitueront, en particulier, d'utiles repères pour garantir la montée en puissance de nos projets communs dans l'esprit des traités de Lancaster House.
Quatrième exemple, je voudrais également évoquer le commerce et l'entrepreneuriat. 1600 sociétés françaises sont actuellement implantées ici. Et la France est le premier pays d'accueil des investissements britanniques en Europe, où les équipements sur lesquels nous coopérons, l'Airbus A400, les avions de combat du futur, les missiles anti-navires légers pour nos bateaux de guerre, l'échange de nos savoir-faire de part et d'autre de la Manche est une source de richesse indéniable pour nos développements économiques et technologiques. Ces sujets fondamentaux, mesdames et messieurs, qui touchent aux intérêts vitaux de nos pays, comme les grands dossiers industriels, sont, comme c'est de tradition, à l'ordre du jour du sommet franco-britannique, qui pourrait se tenir à l'automne prochain, je l'espère, ou au plus tard au début de l'année 2014. Mais l'on peut aussi songer à élargir le champ de nos réflexions et projets communs et y intégrer de nouveaux thèmes. Cette année du 40e anniversaire nous projette donc très rapidement vers d'autres perspectives pour œuvrer en commun et pour bâtir ensemble. Je le disais, l'année 2014 sera marquée par de grandes commémorations, car le poids de l'histoire est toujours présent dans la relation franco-britannique. Début des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui sera l'occasion de rappeler l'importance essentielle du dialogue pour surmonter les antagonismes nationaux, démarche qui est à l'origine même de la construction européenne. 2014 sera aussi marqué par le 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie, dont j'ai rencontré, juste avant de venir, le fils d'un soldat britannique tué sur les plages de Normandie que David Lidington connaît bien, le fils, qui est aussi à la Chambre des communes, et plus près de nous par le 20e anniversaire de l'entrée en service du tunnel sous la Manche que j'évoquais en introduction. Ces jalons prouvent que l'on ne peut évoquer l'Europe sans la conscience du poids de l'histoire et de la géographie qui forcent notre destin. Cela m'a conduit à évoquer en particulier le thème donné par le Conseil franco-britannique à notre rencontre, « Making the Case for Europe ». Mesdames et messieurs, comme pour David, c'est bien là le cœur de ma préoccupation. C'est surtout tout le sens de la politique européenne menée inlassablement par le président de la République française depuis mai 2012. Car pour réconcilier les citoyens avec l'Europe, il est impératif que cette dernière apparaisse comme répondant à leurs préoccupations et à leurs aspirations du quotidien. Il est en effet essentiel de montrer à nos concitoyens, pour certains frappés par la crise, pour certains frappés par le chômage, que l'Union européenne agit pour améliorer leur situation et prend des initiatives pour accompagner les efforts des États membres en faveur du retour de la croissance. C'est essentiel. C'est ce que nous nous efforçons de faire et nous avons déjà obtenu des avancées importantes. Le pacte européen pour la croissance et l'emploi adopté en juin 2012, par exemple, a constitué une première étape. Nous suivons sa mise en œuvre, et notamment celle des 120 milliards d'euros de mesures à effet rapide. Le Conseil européen de la fin juin dernier a constitué aussi une seconde étape, avec les mesures en faveur de l'emploi des jeunes, le plan d'investissement, les mesures en faveur du financement de l'économie et tout particulièrement à destination des petites et moyennes entreprises. Réconcilier l'Europe aussi avec les citoyens, c'est montrer également qu'elle répond à leurs préoccupations sociales. C'est ainsi que, par exemple, la France a beaucoup œuvré pour le maintien du Fonds européen pour l'aide aux plus démunis qui contribue aux banques alimentaires. Qui aurait pu comprendre? En tout cas, en France, les choses n'auraient été pas comprises. Sur le terrain, que l'Union, alors que nous sommes en crise profonde, décide pour de pures raisons juridiques de ne plus contribuer à une action que tant de personnes concernées jugent pour autant indispensable. Réformer l'Europe, c'est aussi s'assurer que la zone euro ait les moyens de fonctionner de manière optimale. Nous avons avancé dans cette voie, en particulier avec les premières étapes de l'union bancaire. Nous poursuivrons au cours des prochains mois. Au-delà, la contribution d'ailleurs conjointe franco-allemande du 30 mai dernier est venue donner des pistes que je pense ambitieuses pour le futur. Nous sommes très heureux de ce que les Britanniques, bien que non membres de la zone euro, et si j'ai bien compris, décidés à le rester, non membres, aient constamment néanmoins
indiquer partager notre opinion selon laquelle renforcer l'organisation et la gouvernance de la zone euro était nécessaire pour lui permettre de mieux résister aux crises. Cette plus grande intégration au sein de l'Union économique et monétaire est une nécessité pour les États qui ont une monnaie commune en partage. Mais, je le dis, elle n'est nullement dirigée contre les États membres qui n'utilisent pas cette monnaie unique. Les sommets et conseils ministériels de la zone euro, voire un organe d'ailleurs dédié au sein du Parlement européen, ne traiteront que des dossiers propres à la zone euro. Il en va de même pour les sommets de la zone euro. David Lidington a insisté sur le rôle moteur du Conseil européen. Nous avons aussi besoin de sommets réguliers des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro pour donner une impulsion, mais bien sûr, non pas pour prendre des décisions qui concernent les politiques communes à 28 et singulièrement en ce qui concerne le marché intérieur. Je voudrais insister sur ce point car, quelquefois, j'entends ici et là que les États qui ne participeraient pas à l'euro pourraient être mis en minorité automatiquement sur tous les sujets. Cela n'a pas de fondement concret. D'ailleurs, nous avons noté avec intérêt que le dernier rapport de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes, dont j'ai rencontré le président tout à l'heure, signale que parmi les pays avec qui le Royaume-Uni vote le plus souvent à Bruxelles, il y a des États hors de la zone euro et d'autres qui en font partie, et que parmi ces derniers, il y a avant tout la France. Nous sommes très heureux que les Britanniques partagent notre opinion selon laquelle renforcer la zone euro était nécessaire pour mieux lui permettre de résister aux crises. Au-delà, nous savons tous que l'Europe, comme toute création institutionnelle, doit évoluer et se remettre en cause, en question, en permanence. Je sais les débats auxquels ces questions donnent lieu au Royaume-Uni. Je sais aussi l'exercice d'audit des compétences qui a été lancé dans le cadre de vos débats internes. Il ne m'appartient pas, vous le comprendrez comme membre du gouvernement, de commenter ces réflexions. Je veux simplement former le vœu qu'elles conforteront la conviction du Royaume-Uni de son intérêt d'être dans l'Union. Car nous connaissons aussi tous, des deux côtés de la Manche, les acquis du projet européen, un vaste marché commun, des politiques communes qui forment un ensemble de solidarités multiples, des valeurs partagées que le monde nous envie et qu'il nous appartient de promouvoir. Aussi, même si la critique est parfois justifiée, sachons aussi défendre l'Europe dans nos circonscriptions, dans le débat public, dans la réflexion universitaire, dans nos responsabilités spécifiques quotidiennes. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire pour la célébration du 40e anniversaire du Conseil franco-britannique. Il est donc, vous l'aurez compris, l'occasion pour moi de rappeler l'importance décisive de la relation franco-britannique qui est au cœur de l'Europe. Elle sera d'autant plus décisive dans la période difficile que nous vivons. Cette période devra, comme par le passé, être traversée ensemble, côte à côte, pour bâtir une Europe au service de nos peuples. Merci pour votre attention. Bonjour, plutôt bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis Christian de Boissieu, économiste français et co-chair du Conseil franco-britannique. Qui ouvre le bal, c'est-à-dire la première question? In English or in French, but not in a third language, please. Good evening, Chloé Fabre from the Young European in France, which is a Europe-wide organization gathering youth people. I just have a question for you two ministers. After the European election in 2014, there's a great chance that there would be treaty changes because Angela Merkel wants treaty to be changed. I'm sure Mr. Cameron also wants it. If you could change only one thing in the treaties of the EU, which one would it be to both of you? Thank you. Good question for Mr. David Lidington. That's a very good question, and I better make sure that the directional microphones from 10 Downing Street are switched off, I suppose. Of course, the reality is
that whenever the treaties are next revised, there will be different people around the table with their own proposals. I think that close to the top of my list would be measures to strengthen the role of the European Council and of national parliaments, because I think it is the reality is that it is to national governments and to national parliaments that the peoples of Europe, the voting citizens, look to be accountable to them for how decisions are taken at European level. My name is Barbara Judge, and I've been chairman of the UK Atomic Energy Authority for a long time. The question I have is about why, and I believe you've said some of this already, but many people believe that the European Union does a lot domestically that it might not do. But one thing it really ought to do is have a European energy policy. So the question is, why has this European energy policy eluded the Commission for such a long time? And secondly, to the French, you who have benefited so long from having clean baseload generation, the best perhaps nuclear energy in the world, why are you retreating from your premier position just because of politics? I think, Barbara, that it's been a long time, but I think that we're making steps forward now, and I think that the very obvious use of energy as a means of political pressure by Russia, combined with the vulnerabilities of energy supplies from the Middle East and the high cost of hydrocarbons driven by Asian demand, has caused European countries to look at this question with greater urgency than before. But we do now have a European Council commitment to deliver a single internal market in energy. And while, I'm not somebody who argues that we should always be looking for, more Europe, I do think that this is an area where we need to see a common approach, a framework that will enable greater efficiency and diversity and security of energy supplies. This is one of the things which is really important. We find ways to overcome differences that do exist and to take this project forward. La forme d'énergie finalement choisie par un pays. Premièrement, pour dire, celles et ceux qui l'ignoraient, la question du mix énergétique, c'est-à-dire le choix de l'énergie, est un choix qui relève non pas de l'Union européenne, mais de chacun des pays membres de l'Union européenne. Il y a une très grande liberté. Il n'y a pas une imposition, une règle qui serait décidée par la Commission, le Conseil ou le Parlement européen. Ça relève purement d'un choix national. Et nous avons fait effectivement le choix national, Madame, je veux être très précis, non pas de renoncer à cette énergie dont vous dites qu'elle est la moins chère, la plus sûre, la moins polluante. Nous avons décidé simplement de rééquilibrer notre mix énergétique. Aujourd'hui, la part du nucléaire en France représente 75% de l'énergie produite. Le président de la République a indiqué que nous allons vers une destination, un but en quelque sorte, de 50%. Pour notamment, en fermant une centrale nucléaire, il y en a une qui est aujourd'hui décidée de fermer, sur 56 qui existent, en promouvant d'une façon très volontariste d'autres sources énergétiques dont nous pensons qu'elles ont un grand avenir. C'est le développement de l'éolien, c'est le développement du solaire, c'est le développement de l'hydroélectricité où nous avons en France aussi une très grande capacité technologique que nous exportons, car nous sommes aussi convaincus qu'au-delà de l'intérêt du nucléaire, qui reste une industrie d'avenir, c'est-à-dire qu'elle va encore produire des emplois, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout remise en cause, que nous avons une niche de plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui existent dans le solaire notamment et dans l'éolien dans notre pays, et c'est vrai aussi dans l'Union européenne. Et je finirai ma réponse en vous disant, Madame, que vraiment l'organisation est parfaite.
Elle est parfaite parce que vous me posez une question sur l'énergie nucléaire dans un colloque qui est sponsorisé par EDF Énergie, et que je veux dire effectivement à David Lidington ici que vraiment l'énergie nucléaire, notamment la technologie de l'EPR, est une technologie très sûre, très fiable. Nous l'avons développée sur le territoire national et que nous sommes prêts à l'exporter, y compris au Royaume-Uni.